Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la traditionnelle présentation sur la planification fiscale de fin d'année. La présentation devrait durer environ 45 minutes. S'en suivra une période de questions. Je me présente, mon nom est Bonheur Fnac, je suis directeur principal et chef de la section privée. Puis je vais être en compagnie aujourd'hui, accompagné de M. Étienne Roy, qui est planificateur financier dans mon équipe au niveau de la gestion privée. Puis ça va être principalement lui là, qui va être votre présentateur aujourd'hui au niveau des sujets. Voilà. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, on aimerait te laisser compléter l'introduction, puis après ça, on va rentrer effectivement dans le vif du sujet. Donc, Fait. voilà. Juste un petit rappel avant de commencer que nous avons toujours la promotion inviter un proche là, à devenir client chez nous pour courir la chance là, de gagner un des tirages là, des 5 lots de 100 $ qu'on fait tirer à tous les mois. Également, pour tout transfert de l'externe vers service d'investissement féerique, tous les transferts de 5 000 $ et plus, nous avons où nous vous remboursons les frais là, jusqu'à la hauteur de 150 $. Petite mise en garde avant de commencer. Évidemment, avant de mettre en application là, toute stratégie, nous suggérons d'en discuter avec votre conseiller, votre notaire, avocat ou comptable, fiscaliste, afin de nous assurer là, qu'elle corresponde à votre situation et répondre à vos besoins. Cette présentation vous est donnée à titre informatif seulement. Lors du jour d'aujourd'hui, on a commencé avec l'introduction. Après ça, nous allons vous parler un petit peu de tous les concepts généraux là, au niveau de la fiscalité. Et après ça, nous allons regarder un petit peu tous les éléments, les choses que vous devez faire à la fin de 2022 ou en début 2023 par rapport au placement, à la retraite, à la famille. Également, nous allons regarder les différents points fiscaux, des nouveautés, des choses comme ça de cette année. Et puis, nous allons terminer avec la période des questions. Excellent. Merci beaucoup, bonne Rite. Donc, bienvenue encore une fois à tous à cette présentation pour la fiscalité de fin d'année. On va commencer par quelques concepts au niveau de l'impôt, des concepts généraux. La première, en termes de ce qui s'attrait à la planification fiscale. Planification fiscale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'ensemble des transactions qu'on peut réaliser, en fait, qui vont nous amener des économies d'impôt, qui vont varier, bien sûr, selon le taux marginal d'imposition. Donc, le plus faible taux est autour de 27 %, le plus élevé va être à 53,3 %. Donc, quand on considère les différents types pas de revenus, mais comment fonctionne en fait l'impôt, c'est que vous avez tous les revenus qui sont les revenus bruts qui s'accumulent. Vous avez également à ce moment-là également le revenu net et le revenu imposable. Donc, le revenu brut, c'est tout ce qui appartient justement au revenu d'emploi, au revenu quand vous sortez des REER, ou assurance emploi également, revenu de placement, revenu de location. Puis à ce moment-là, pour déterminer quel sera votre taux de taxation marginale, dans quelle braquette d'imposition vous allez vous retrouver, vous avez droit à des déductions, que ce soit des déductions, par exemple, pour les frais de garde d'enfants, que ce soit des déductions pour, bien sûr, les REER, que ce soit des frais financiers, ou autres types de déductions. Ces montants-là vont venir réduire votre revenu brut qui va, à ce moment-là, calculer votre revenu net. Et il y a certains types de crédits, on va en voir un exemple tout à l'heure, qui font simplement réduire, en fait, votre revenu imposable, mais qui ne changent pas le revenu net. Pourquoi ces concepts-là sont importants? C'est que la plupart des crédits, ou en fait la presque totalité des crédits sociaux fiscaux, sont basés sur votre revenu net. Donc, c'est important de bien, quand on planifie, de bien savoir quel va être le revenu brut, quelle déduction on a à notre disposition pour faire varier notre revenu net. Et puis, quand on regarde le taux marginal, une déduction peut amener parfois plus, quand on planifie comme il faut, plus que simplement notre taux marginal d'imposition, justement à cause des différents crédits sociaux fiscaux qui peuvent être bonifiés si on diminue notre imposition et on diminue de par le fait même notre revenu net. Envoyer en fait quelques-uns à l'écran, des crédits sociaux fiscaux qui sont calculés sur le revenu net, mais ça peut être par exemple les crédits pour la TPS, les crédits québécois pour la solidarité, les frais médicaux aussi qui sont considérés comme pour avoir droit aux frais médicaux, il faut avoir des frais médicaux qui sont plus élevés que 3 % du revenu net familial. Donc, ça peut influer sur le fait qu'on peut réclamer des frais médicaux une année ou non. Crédit pour personnes âgées aussi. Et un crédit important là, qui est pour le maintien à domicile pour les gens de 70 ans et plus. On a eu des changements là-dessus qui sont arrivés l'année dernière. Ils vont continuer de se répercuter jusqu'en 2026. Vous voyez que le seuil de diminution de ce crédit pour maintien à domicile
est à 61 725 pour l'année 2022. Si vous faites plus que ce montant-là, de 61 725 jusqu'à 100 000 le montant est réduit de 3 OK? Et puis après ça, pour les revenus nets de 100 000 et plus, on va avoir une réduction de 7 Le crédit a été bonifié dans la dernière année. On est maintenant rendu à 36 Elle va monter jusqu'à 2026 pour se rendre jusqu'à 40 Donc, il y a des bonifications qui auront lieu comme ça, là, 1 par année pour les prochaines années. Puis également, dernier exemple, si vous baissez votre revenu net, bien, il y a certains remboursements à ce moment-là qui peuvent être payants. Si vous avez un peu moins de revenus nets, ça peut influencer sur l'allocation canadienne pour enfants, l'ACE, bien sûr, sur la prestation de sécurité de la vieillesse. J'en reparlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais pour cette mesure-là, qui est le régime de pension de base fédéral là, pour les Canadiens, idéalement, on ne veut pas dépasser là, un montant de 81 761 pour l'année 2022. Il y a une petite coquille à votre écran, là, mais c'est bel et bien 2022. Sinon, on commence à rembourser le montant de sécurité de la vieillesse, c'est-à-dire que l'année suivante, nos prestations de pension fédérale vont diminuer de 15 sous par dollar qui dépasse le seuil. Donc, il y a différents stratagèmes qu'on va regarder ensemble au niveau du fractionnement, au niveau des rentes publiques aussi, là, en termes de planification, mais c'est le genre de choses qui est important de conserver en tête. C'est quelque chose que vous connaissez probablement déjà. Vous voyez à l'écran la table d'impôt générale des particuliers. Simplement pour vous expliquer que deux concepts super importants, c'est que vous voyez les braquettes d'imposition 0 à 14, 14 à 16, 95 à 100, 112 à 156, et on s'en va comme ça. Concept général d'impôt, c'est-à-dire quand on atteint une braquette d'imposition, mettons qu'on est dans la tranche de 50 197 à 92 580, on voit que le taux marginal est de 37,1. Ce taux marginal-là n'affecte pas l'ensemble de vos revenus. C'est bien important de comprendre que le 37,1 s'applique sur les revenus situés entre 50 197 et 92 580. Les revenus entre 16 000 et 46 000 seront taxés, eux, à 27 et les revenus plus élevés que 100 seront taxés à 40 à 45. Donc, vraiment, ça, c'est un concept assez essentiel. L'autre concept, c'est qu'il existe généralement trois types de revenus, okay? C'est-à-dire, par exemple, les revenus d'emploi ou revenus de location, revenus d'entreprise, qui vont être dans la catégorie tout revenu. Les revenus d'intérêt également vont être là. Donc, si vous avez des placements qui rapportent de l'intérêt comme des obligations, des certificats de dépôt, ça rentre dans la catégorie tout revenu. Il y a deux autres types de revenus généralement qui vont être les dividendes, qui se divisent en deux si vous recevez un dividende d'une société publique. Si vous investissez en bourse, automatiquement, c'est un dividende de société publique. Si vous avez une petite entreprise, vous avez une compagnie de gestion ou vous êtes actionnaire d'une entreprise qui est non cotée en bourse, vous pouvez également recevoir un dividende de société privée. Les taux de taxation sont différents étant donné la déduction pour petite entreprise là, auquel ont droit les sociétés privées. Et vous voyez que déjà, ces deux montants-là, même s'ils sont différents, sont moins taxés que le revenu régulier. Et vous avez également le gain en capital. Étant donné que le gain en capital a une inclusion de 50 le taux final de taxation est le même que pour le revenu. C'est simplement que si on fait un gain en capital, par exemple, de 50 000 on n'ajoutera pas 50 000 au revenu, on va ajouter seulement 25 000 au revenu, ce qui fait en sorte qu'on coupe, si on veut, en deux. Donc, essentiellement, ce qui est intéressant d'avoir le plus possible, c'est du gain en capital, ensuite du dividende et ensuite, en termes de placement, bien sûr, et ensuite d'essayer d'aller chercher les autres revenus, ce qui nous permet également de planifier. Quand on parle, par exemple, de planification au niveau de la retraite, bien, c'est important de planifier quand est-ce qu'on peut décaisser des REER qui sont considérés comme un revenu. Quelles années on va décaisser peut-être plus de gains en capital si on en a, si on a certains gains en capital latents, justement pour essayer de niveler et de balancer votre revenu. Donc, c'est important que vous ayez ça en tête et que vous voyez avec votre conseiller, votre planificateur financier, votre propre dossier pour être certain de faire une bonne planification et de minimiser l'impôt sur l'ensemble de votre retraite. Ce qui est à planifier avant la fin de l'année, on a parlé de gain en capital. Le gain en capital peut également, si on est dans une mauvaise année, comme cette année, ce n'est pas une très bonne année boursière, on peut également faire une perte en capital. Donc, si on fait une perte en capital, on a une exemption fiscale. Donc, automatiquement, si on vend un actif qu'on a payé 100 et on le vend à 90, on va réaliser une perte de 10 .
cette perte en capital-là peut être appliquée contre le gain en capital seulement, pas contre les autres types de revenus, seulement contre le gain en capital. Cette année, étant donné qu'il y a eu des replis relativement importants, là, ça pourrait être intéressant de prendre la perte et de l'appliquer sur les années passées. Parce que pour la perte en capital, si on n'est pas capable de l'appliquer cette année, le concept est celui-ci, c'est que si on fait une perte en capital, automatiquement, si on a un gain dans la même année qu'on fait la perte, la perte sera appliquée contre le gain de la même année. On peut également reporter dans le futur pour un nombre indéfini d'années le gain, la perte en capital pour contrer des gains qui seront faits dans les années subséquentes. Mais on peut également revenir 3 ans en arrière. Donc, on pourrait, si vous aviez par exemple des pertes en capital 2019, 20 ou 2021, on pourrait se servir d'une perte en capital réalisée en 2022 lors de votre déclaration fiscale pour aller contrecarrer des gains en capitaux faits dans les années passées. Ça peut être intéressant. Imaginez, par exemple, que votre taux marginal d'imposition l'année dernière était à, disons, 45 okay? Que cette année, vous avez un taux marginal qui est inférieur à ça et vous savez que dans les années prochaines également, pour X et Z raisons, votre taux marginal sera inférieur. Mais il pourrait être intéressant d'aller déclarer une perte pour aller chercher un remboursement, si on veut, une rectification de votre impôt à un taux marginal supérieur. Quelques mises en garde, par exemple, là-dessus, c'est que pour réaliser une perte en capital qui soit valide, qui ne soit pas ce qu'on appelle une perte apparente, il faut que vous ayez détenu le placement pendant 30 jours calendrier. Il faut également que vous ne rachetiez pas ce placement-là dans un délai de 30 jours suivant la vente. Et également, ce n'est pas seulement vous qui ne devez pas acheter ce placement-là, c'est-à-dire votre conjoint, conjointe ou votre compagnie de gestion ne doit pas réinvestir dans le placement que vous avez vendu. Si vous avez vendu un fonds d'action canadienne, ben, ni vous, ni votre conjointe, ni votre compagnie de gestion ne devez racheter ce fonds-là dans les 30 prochains jours. Vous ne pouvez pas non plus réaliser la perte en capital dans votre compte d'investissement parce que c'est là que ça va être réalisé. Les REER et CELI, on ne peut pas réaliser de perte dans ces comptes-là, étant donné que c'est des comptes qui sont déjà fiscalisés. Donc, si vous réalisez cette perte-là, vous ne devez pas non plus racheter le même fonds d'action canadienne, par exemple, dans votre REER ou votre CELI. Ça créerait une perte apparente. Donc, ça peut être intéressant, mais bien évidemment, regardez avec votre conseiller, votre planificateur financier pour être certain que cette stratégie vous convient. Vous pourriez également, si vous avez utilisé presque toutes les déductions, c'est-à-dire REER, fonds FTQ, par exemple, ou R3E sont maximisés, vous pourriez considérer l'achat d'actions accréditives. C'est des actions à très haut risque. C'est des compagnies, par exemple, qui, dans le domaine minier ou dans le domaine de la recherche et développement de points, vous octroient certains crédits de recherche et développement. C'est très spéculatif. Ça peut donner des avantages fiscaux intéressants, mais vraiment, c'est à prendre avec un grain de sel. Également, autre information importante, c'est que si vous avez des opérations, vous avez des comptes de courtage, par exemple, et vous effectuez vos transactions sur des actions ou des titres boursiers cotés en bourse, c'est important de faire vos transactions pour qu'elles soient comptées en 2022 avant, à ce moment-là, le 28 décembre, étant donné que l'Agence de revenus du Canada considère l'opération faite à T+2 à ce moment-là. Autre chose à planifier, c'est-à-dire que si vous avez des acomptes provisionnels à faire, s'ils sont en retard, bien, payez-les tout de suite parce que vous avez une facture d'intérêt au niveau du Québec. Au fédéral, c'est moins pire, là, mais au niveau du Québec, qui est à 10 capitalisé quotidiennement. Le 10 est un taux annuel, mais la capitalisation se fait quotidiennement, donc il n'y a pas de déductibilité sur ces intérêts-là. Là, ce n'est pas des frais financiers, c'est vraiment un retard de paiement. Donc, ayez vos acomptes provisionnels à jour. Si vous avez une petite entreprise, bien, regardez avec votre comptable quelle pourrait être la combinaison salaire ou dividende la plus avantageuse pour 2022. Ça peut jouer beaucoup, là, dépendant si vous avez besoin d'un peu plus de revenus ou d'un peu moins de revenus. Ça peut être avantageux d'être en dividende, dépendant de votre âge. C'est vraiment à voir avec le comptable à cet effet-là. Autre élément. Okay, si vous, j'en ai parlé tantôt, on a vu les tables. Si vous prévoyez faire un gain en capital et que votre revenu, par exemple, de 2022, vous savez qu'il est déjà plus important que ce que vous escomptez en 2023, bien, vous pourriez retarder une vente d'une immobilisation, par exemple un immeuble ou un chalet ou un autre actif qui vous occasionnerait à ce moment-là un gain. L'inverse est également vrai si vous savez qu'en 2023, vous allez avoir un plus gros revenu pour
différentes raisons qui vous sont propres, à ce moment-là, d'ici la fin de l'année, ça vaudrait peut-être la peine de déclencher le gain ou déclencher une partie du gain sur ces immobilisations-là qui sont imposables. Si vous avez des emprunts également, regardez comment il pourrait être possible de réorganiser ces emprunts-là pour déduire les frais d'intérêt. Ça semble un peu magique, là, ça ne l'est pas, là, mais le concept est le suivant, c'est-à-dire que si, au niveau de l'impôt, si vous empruntez pour faire un placement ou si vous empruntez dans le but de générer du revenu, à ce moment-là, les intérêts deviennent déductibles. Donc, je vous donne un exemple vraiment facile dans ce cas-ci. Si vous avez un certain montant de liquidité et que vous avez, par exemple, un prêt automobile, bien, si vous savez que votre prêt serait à peu près équivalent à ce qu'un emprunt sur une marge de crédit vous coûte, il pourrait être intéressant d'utiliser votre marge de crédit, votre liquidité, pardon, rembourser votre prêt, utiliser la marge de crédit et venir réinvestir les montants au marché. Comme ça, vous transféreriez des montants qui seraient non déductibles, dont les frais d'intérêt seraient non déductibles, et vous pourriez à ce moment-là déduire les frais d'intérêt sur la portion que vous avez utilisée pour investir au marché. Autre également, cas de planification, on en parle toujours chaque année, c'est la stratégie en fait de prêt au conjoint. Donc, de un, si vous êtes conjoint, vous pouvez cotiser dans un REER à son nom, vous pouvez lui donner des sommes également au niveau du CELI. Il n'y a pas de règle d'attribution qui s'applique quand vous faites des dons conjoints et que le conjoint cotise dans un compte qui est fiscalisé comme le REER ou le CELI. Cependant, ce qui n'est pas permis de faire, vous ne pourriez pas donner des sommes à votre conjoint parce qu'il y a un taux d'imposition plus faible que le vôtre dans un compte non enregistré, dans un compte d'investissement standard. Et puis à ce moment-là, ça paraît logique, là, le conjoint qui a le moins élevé des taux d'imposition aurait à ce moment-là un avantage à faire le revenu de placement, le revenu d'intérêt au dividende ou de gain en capital. Ce n'est pas permis. Les règles d'attribution font en sorte que si vous faites ça, bien, à ce moment-là, les intérêts vont être rechargés là, dans le conjoint qui a fait le don finalement. Cependant, un prêt est permis. C'est-à-dire que s'il y a un conjoint qui a un taux d'intérêt éminemment supérieur et qui a un bon montant de justement placement non enregistré, bien, il pourrait prêter au conjoint qui a un taux d'imposition qui est passablement inférieur. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le conjoint qui a prêté devra, dans sa déclaration fiscale, s'imposer sur le revenu d'intérêt. Et le revenu d'intérêt, présentement, le taux prescrit, le taux qui est prescrit par l'Agence de revenus du Canada est à 3 % pourrait potentiellement augmenter l'année prochaine. L'année dernière, il était à 1 %. Cette année, les taux ont augmenté passablement, donc on est rendu à 3 %. Mais même à 3 %, vous voyez la différence à l'écran. Pour un montant de 100 000 il y a quand même une économie annuelle qui est intéressante, là, qui est un petit peu plus de 1 000 de 1 135 là. Ça peut varier bien sûr en fonction des rendements, mais c'est une stratégie qui est encore pertinente. Donc, je vais passer la parole à Bonnerit qui va regarder avec vous différents éléments plus spécifiques à chacun des placements, si on veut, là, des comptes de placement. Comme je dis, on va profiter pour qu'Étienne puisse se reposer un peu. Moi, je vais vous parler un petit peu des éléments là, à considérer au niveau des placements. Dans le fond, si vous atteignez 71 ans cette année, c'est important, là, dans le fond, vous êtes à la limite de l'âge obligatoire pour convertir vos REER en fer. Puis, qu'est-ce qui est important également à regarder, si vous avez un conjoint-conjointe, lorsque l'établissement de votre fer, ça peut être intéressant d'utiliser l'âge du conjoint qui est plus jeune afin de déterminer là, le montant minimum que vous devez retirer de votre fer. À titre d'exemple, à 71 ans, le retrait minimum, le taux minimum de retrait qu'on est obligé d'avoir, c'est 5,28 %, alors que, par exemple, si votre conjoint serait plus jeune, à 68 ans, bien, ça serait 4,55 % le retrait minimum. Également, à 71 ans, qu'est-ce qui est important aussi, si vous voulez cotiser à vos REER puis il vous reste des droits de cotisation, c'est important de les faire avant le 31 décembre pour qu'ils puissent être déduits et non pas le 1er mars comme à l'habitude. Également, juste pour un petit point par rapport à ça aussi, vous pouvez évidemment toujours cotiser au REER de votre conjointe. Puis même si vous dépassez 71 ans, si vous avez encore des revenus à 72, 73 ans, mais que votre conjointe a 71 ans au moins, vous pouvez toujours également cotiser dans le REER de votre conjoint ou conjointe. D'autres éléments à considérer par rapport, si vous avez des enfants, c'est important au niveau là, des régimes des épargnes études.
Également, si vous êtes admissible au régime enregistré d'épargne invalidité, ben, c'est important là, de souscrire à ces programmes-là, car il y a beaucoup de subventions là, qui s'y rattachent. Et puis, c'est important de le faire le plus tôt possible pour avoir les subventions là, pour 2022. À titre d'exemple, pour le régime d'épargne études, c'est une subvention minimum de 30 pour les subventions des gouvernements, soit 20 au fédéral et 10 au provincial. Tandis que pour le régime d'enregistré d'épargne invalidité, ben, c'est d'au moins 100 On dit d'au moins parce que selon des situations, ça pourrait être plus que ça au niveau des subventions. Une bonne Ça peut nouvelle, aller oui, jusqu'à 300 en fait. Là. Donc, les premières exactement. tranches sont vraiment intéressantes. Là. Oui, Donc, pour le continue. régime enregistré d'épargne invalidité, effectivement, ça pourrait aller jusqu'à 300 selon la situation des gens. Fait que, une bonne nouvelle, le régime d'épargne, pas le régime d'épargne, mais pour le CELI 2023, la limite passe à 6 500 fait que, profitez de cette occasion-là là, de cotiser le plus tôt possible dans l'année afin que le rendement là, travaille immédiatement à l'abri de l'impôt. Puis pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de cotiser au maximum de leur CELI ou ceux qui n'ont jamais encore cotisé, ben, juste pour vous dire que depuis le lancement de CELI en 2009, la limite maintenant de cotisation est de 88 000 Évidemment, il faut que vous ayez eu au moins 18 ans en 2009. Si vous avez un conjoint, vous pouvez, comme je disais tantôt, vous pouvez toujours cotiser au REER de votre conjoint. Puis, vous pouvez aussi donner ou prêter de l'argent sans intérêt pour qu'elle puisse cotiser au CELI. Dans ce temps-là, ben, vous maximisez le compte de CELI pour le couple afin d'avoir un avantage fiscal au niveau des rendements. Également, au niveau des autres éléments à considérer, déduction, comme je disais tantôt, 1er mars, que vous avez droit à cotiser à vos REER pour avoir la déduction en 2022, à l'exception des gens qui ont 71 ans, comme je le mentionnais plus tôt. Également, si vous pouvez également profiter des fonds des travailleurs, comme le CSN, FTQ et tout ça, pour permettre d'avoir un crédit supplémentaire au niveau des déductions. Également, si vous pensez acheter une première maison prochainement, bien évidemment, il y a le régime d'accession à la propriété, le RAP, là, qui vous permet de retirer jusqu'à 35 000 de votre REER. Également, vous allez voir tantôt, Étienne va vous parler un petit peu plus au niveau d'un nouveau programme là, qui va être en vigueur en 2023, qui va permettre évidemment au niveau aider les gens à l'accession de la propriété également. Fait que si jamais vous décidez de retourner aux études à temps plein, bien, vous pouvez profiter aussi d'un régime qu'on appelle le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Ça permet de retirer jusqu'à 20 000 de son REER pour les études. Et également, c'est bon pour le conjoint aussi. Par contre, la limite annuelle est de 10 000 pour les retraites, à concurrence de 20 000 au total. Excellent. Merci, merci Bonnerit. Donc, dernier petit détail sur les comptes liés à la retraite. CRI et FRV, c'est différent du REER ou du FER. C'est un peu un équivalent, mais un CRI, ça provient techniquement d'un fonds de pension d'employeur. C'est parce que vous aviez anciennement un employeur qui voulait que vous ayez un revenu viager, un revenu à vie. Donc, c'est pour ça que les comptes, le CRI, un compte de retraite immobilisé, les sommes ne sont pas entièrement disponibles. Donc, un REER, le CRI est l'équivalent, un FER, le FRV est l'équivalent. Donc, il y a quand même possibilité de retirer des sommes dans ces comptes-là. La particularité, c'est qu'il y a des maximums de retrait, étant donné justement qu'on veut que le régime soit viager, dure la vie durant. Donc, c'est la logique en arrière de ça. Ce qui est possible, cependant, pour faire une espèce d'imitation, si on veut, des rentes de raccordement que les gens ont droit avant 65 ans. Le FRV prévoit qu'on peut aller chercher du revenu temporaire si on est en bas de 65 ans. Donc, le montant maximum de revenu temporaire pour l'année 2022 était à 25 960. Donc, ça, c'est un minimum. Si vous avez 65 ans, vous pouvez utiliser là, ce montant-là. Vous pourriez utiliser plus. OK, je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Ce qui est une bonne stratégie, à ce moment-là, quand vous avez un CRI FRV, si vous prenez votre retraite avant 65 ans, souvent, c'est vraiment de venir utiliser le FRV là, dans les premières années de retraite, étant donné que le compte est un compte qui est limité au niveau des sorties de fonds. Bien, utilisez ce compte-là en premier pour vos premières sommes disponibles, vos premières sommes dont vous nécessitez.
Et la bonne chose à faire, ça laisse plus de somme à ce moment-là au REER, ou est-ce que là, au REER offert, où on n'aura pas de limitation quant au montant que vous pouvez retirer sur une année donnée. Également, même si vous n'avez pas nécessairement besoin de toute la partie qui est disponible au niveau du FRV, ça peut être intéressant. On peut avoir une possibilité, en fait, là, de transférer une partie du FRV en REER. Donc, par contre, on doit encaisser le minimum. Donc, je vous donne un exemple. Là. Il peut y en avoir d'autres, mais pour une personne, par exemple, là, 62 ans, qui aurait un 500 000 en FRV, le minimum pour cette année qui serait décaissable, c'est 3,57 %. Donc, si le FRV est ouvert au début d'année, on n'aura pas le choix dans l'année, si on avait 500 000, de retirer 17 850. Cependant, il y a une partie, OK, 25 891 ici, avec le calcul qui est fait. Il y a un outil là, qui est fourni par Retraite Québec qui nous permet de déterminer ça. Il y a un 25 891 qui pourrait être transféré directement au REER. Donc, ça vaut la peine quand même d'avoir votre FRV d'ouvert si vous savez que vous allez avoir au moins besoin d'un certain montant de décaissement pour aller chercher le minimum. Puis si on n'a pas besoin de tout ce montant-là, on peut au moins déplacer le montant vers le REER. Ça ne prend pas de droit de cotisation, ça ne fait pas de déduction fiscale non plus. Là. Vous avez déjà eu votre déduction dans le passé, mais quand même, ça permet de transférer d'un régime à l'autre et s'acheter, si on veut, un peu de flexibilité pour les années futures. Donc, ça demeure une stratégie qui est intéressante dans la globalité de votre planification de la retraite. Point super important pour 2023, point qui est à venir, OK? C'est le CELIAP, OK? Donc, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Donc, CELIAP, on verra à travers le temps ce qui sera le plus utilisé, mais bon, c'est ce que veut dire l'acronyme. C'est franchement intéressant comme nouveau compte. Là, okay? Ça a été, la loi est passée en vigueur cette année. Vous voyez à l'écran que, étant donné qu'on est en train là, de voir toutes les particularités de la loi, il reste encore quelques petites questions. Donc, on ne pense pas que le compte va être disponible avant le 3, voire le 4e trimestre de 2023. Mais techniquement, on est supposé être capable de l'offrir l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de première propriété? Bien, c'est un compte qui ressemble à la fois à un REER ou à un CELI, qui est très avantageux, qui n'a pas beaucoup d'inconvénients. Pour ouvrir un compte, à ce moment-là, il faut avoir 18 ans, entre 18 et 70 ans. Puis également, il y a une qualification à l'ouverture du compte, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais avoir possédé de propriété. Donc, on ne peut pas être propriétaire et ouvrir un CELIA. Vraiment, à l'ouverture du compte, il y a une qualification qui doit être réalisée. Et c'est vraiment pour l'achat d'une première propriété. Donc, au moment de sortir les fonds, on devra également se qualifier, c'est-à-dire qu'on devra également avoir acheté une première propriété, faire une promesse de vente ou être dans l'obtention ou dans l'achat, dans le processus d'achat à ce moment-là d'une propriété pour être capable d'aller sortir les sommes libres d'impôt. La façon dont ça fonctionne, c'est que vous allez avoir les cotisations que vous allez faire au CELIAP seront déductibles d'impôt comme un REER et seront, quand vous achetez la première propriété, seront retirables. Ensuite, on pourra retirer les sommes du CELIAP sans payer d'impôt. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Les cotisations seront quand même plafonnées à 40 000 par année, pas 40 000 au courant du régime, et on ne pourra pas mettre plus que 8 000 par année à l'intérieur du régime. Également, particularité, le régime a une durée de vie maximale de 15 ans. Donc, il y a quand même un peu à planifier. Est-ce que ça vaut la peine d'en ouvrir tout de suite un à 18 ans? Ça me donne quand même une quinzaine d'années. Peut-être que ça vaudra la peine d'attendre un petit peu. OK? Cependant, ça peut quand même être pertinent de l'ouvrir relativement tôt parce que votre 8 000 de cotisation ne s'accumule, votre 8 000 et le 40 000 ne commence à s'accumuler qu'à partir du moment où vous ouvrez le compte. Donc, quelqu'un qui attend 5 ans avant d'ouvrir son compte, même si le CELIAP est disponible à partir de 2023, cette personne-là ne pourra pas d'un coup mettre le 40 000 à l'intérieur du compte. Là. Donc, il y a quand même certains éléments en fait qui seront à planifier. Autre particularité, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on n'a pas besoin du CELIAP, on pourra faire un transfert au REER, puis même on pourra cotiser au CELIAP à partir du REER. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment flexible. C'est-à-dire que vous pourriez utiliser vos propres liquidités, bien sûr, pour cotiser au CELIAP, avoir votre déduction fiscale. Et si
l'achat de la première maison n'arrive jamais, bien, à ce moment-là, vous serez pas mal pris. Vous avez besoin de retirer ces montants-là et de vous imposer sur ces montants-là. On pourra transférer la globalité, en fait, des montants directement dans votre REER ou à la limite même dans votre FER. Également, ça sera possible de faire l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez déjà des REER, puis vous n'avez pas nécessairement le montant de liquidité disponible, vous pourriez mettre des sommes directement du REER, les transférer à l'intérieur du CELIAP. La raison pourquoi on pourrait faire ça, c'est qu'à la différence du RAP, du régime d'accès à la propriété, c'est que les sommes que vous allez retirer du CELIAP ne sont pas, de un, ne sont pas imposables, puis de deux, on n'a pas besoin non plus de les rembourser. Quand on fait un rachat de REER avec le programme de RAP, on a l'année de l'achat, une année de sursis, puis par la suite, il faut rembourser le montant qu'on a retiré du REER sur une période de 15 ans. Donc, dans le CELIAP, on ne sera pas obligé de faire ça. Donc, ça peut quand même être assez intéressant. Également, il sera possible de retirer à la fois du RAP et du CELIAP. Donc, ça donne quand même une bonne possibilité pour une mise de fonds. Autre petite particularité, c'est que le CELIAP ne peut pas être utilisé comme RAP en de séparation. Donc, le RAP va devenir encore ou va continuer en fait d'être pertinent. Même chose que pour le CELI également, le CELIAP ne rentre pas dans le patrimoine familial. Et au décès, il reste quelques petites questions parce qu'au décès, techniquement, la loi prévoit qu'on peut nommer un bénéficiaire ou un titulaire secondaire, titulaire survivant. Au Québec, avec le droit civil, ce n'est pas possible. Pour le CELI, on a réglé le problème. Là, on est capable quand même de transférer un CELI à un conjoint sans nécessairement d'impôt. On a quelques petites spécifications. Pour l'instant, techniquement, ça serait imposable pour la succession. Si on ne transfère pas au conjoint, c'est sûr qu'automatiquement, par contre, le CELIAP, s'il y a un décès, les montants s'ajoutent un peu comme le REER, les montants s'ajouteront à la déclaration fiscale du défunt. Autre point, je retourne là-dessus cette année parce qu'on n'y échappe pas, là, vous en entendez parler, c'est assurément. Les crypto-monnaies existent. Juste pour faire une mise en garde, c'est complexe. Et puis également, c'est un type d'investissement qui est considéré comme une marchandise par les autorités fiscales. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une monnaie, ça veut dire comme c'est une marchandise, il y a du gain en capital. Et attention à ce moment-là aux transactions, aux trop nombreuses transactions, parce que là, ça peut éliminer la notion de gain en capital. Et si vous faites du day trading et vous êtes considéré que vous faites comme du revenu d'entreprise, bien à ce moment-là, le taux de taxation est pas mal plus élevé que sur du gain en capital. Également, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire une vente. Si vous échangez des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, ce qu'on appelle le troc, c'est considéré comme une disposition. Donc, ça aussi, techniquement, serait imposable. Et normalement, vous devriez garder toutes les opérations faites pour voir sur chacune des opérations quel est le gain ou la perte pour être capable de bien calculer votre impact fiscal. Donc, tenue fortement suggéré. Il existe maintenant des FNB et des fonds communs qui traitent des dérivés de crypto-monnaies. Vous pouvez, à ce moment-là, ça, c'est un petit peu plus accessible. Pour le reste, dans la crypto-monnaie directement, là, ce n'est pas un placement qui est admissible, par exemple, dans un CELI. Faites très attention. Ne placez pas directement là, un Bitcoin ou un Ethereum dans votre CELI. Vous disqualifieriez l'ensemble de votre CELI de ses attributs fiscaux. Quelques éléments à retraite. Au niveau de la pension de sécurité de la vieillesse, petit rappel, c'est un régime qui est à inscription automatique dans le sens que automatiquement, vous n'avez rien à faire. Vous allez être inscrit de fait. Vous recevez généralement 6 mois, 1 an d'avance une lettre avant votre 65e anniversaire. Vous n'êtes pas obligé de prendre la sécurité de la vieillesse. Vous pouvez la retarder. Il y a des bonifications qui sont disponibles pour la sécurité de la vieillesse. On parle d'un maximum de 36 %, donc c'est un 7,2 % par année. Là. Généralement, c'est difficile de voir la plus-value. Il faut vraiment comme avoir des revenus d'emploi ou penser devoir la récupérer parce qu'on a un revenu trop élevé à 65, 66, 67. Mais c'est quand même possible là, de retarder la sécurité de la vieillesse, mais il faut en faire la demande. Et également, depuis cette année, là, il y a un montant additionnel de 10 % là, pour les gens de 75 ans et plus qui est disponible. Au niveau de la Régie des rentes, c'est un petit peu le contraire de la PSV, c'est-à-dire qu'il faut demander à recevoir la Régie des rentes. Au contraire de la PSV, c'est que ce n'est pas automatiquement 65 ans, c'est n'importe quand entre 60 et 70 ans qu'on peut demander la Régie des rentes. Si l'inscription n'est pas faite automatiquement à 70 ans,
vous allez le recevoir. Petit rappel qu'il y a eu des changements importants depuis 2019. Le taux de remplacement de revenus, tranquillement, on va y arriver là, de 2019 à 2065. On va passer de 25 de remplacement du maximum des gains admissibles à 33 %. Donc, le maximum des gains admissibles, c'est le maximum sur lequel on cotise à la Régie des rentes. Ce montant-là devrait être autour de 66 600 pour l'année 2023. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est 8 là, on parle quand même de à peu près 30, presque le tiers de plus, en fait, là, de remplacement de revenus. Puis également, pour des gens qui font un petit peu plus que le MGA, à partir de 2024-2025, il va y avoir une couverture additionnelle qui va remplacer jusqu'à 114 du maximum des gains admissibles. Donc, ça peut être intéressant de bien planifier ça. Vous voyez les montants maximum. Il y a des bonifications. Les bonifications sont plus importantes au niveau de la Régie des rentes que de la sécurité de la vieillesse. On parle d'un potentiel de 8,4 par année pour un 142 à 70 ans. Cependant, vous allez voir, je vous ai fait 2 cas de figure pour vous dire que ces bonifications-là, c'est des bonifications théoriques. Okay? Donc, c'est bien important de voir votre propre planification pour voir à quel moment c'est plus intéressant de prendre la Régie des rentes. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous retardez votre Régie des rentes, vous ajoutez dans le calcul de la Régie des rentes des années où vous cotisez 0 $. Vous augmentez le dénominateur, vous augmentez le nombre d'années qui est utilisé pour le taux de remplacement de revenus, puis vous ajoutez des années à 0. Comme vous voyez le tableau là, vous voyez l'exemple, quelqu'un à 65 ans qui aurait touché le maximum s'il ne contribue plus, puis qu'à 60 ans, il y avait ses 40 années de cotisation. Oui, un 15 des moins bonnes périodes de référence que la Régie des rentes va automatiquement enlever, mais ce 15 % là ne sera pas suffisant pour pallier aux années à 0 $. Donc, le 8,4, à la fin, il devient un 5,2 annualisé. Là. Donc, ce n'est pas toujours vrai qu'on va chercher un 7,4, donc 8,4, pardon. Donc, bien important de planifier. Encore plus, je vous dirais, si vous avez des rentes publiques, des rentes d'employeurs et que vous avez déjà pris votre retraite, de faire attention de ne pas toujours sauter à 60 ou 61 ans sur les montants de Régie des rentes parce qu'il y a un effet de raccordement là, qui va être fait. Là, donc, à 65 ans, là, les montants de régime privé, là, de régime à prestation déterminée, généralement diminuent et la Régie des rentes est là pour compenser. Puis vous voyez, c'est à peu près la même mécanique ici. Là. Donc, c'est simplement pour vous rappeler de bien en parler avec votre planificateur financier, votre conseiller, pour regarder quelle est votre situation. Chaque cas est un peu un cas d'espèce. Donc, dépendant de ce que vous avez comme autre placement, comme besoin aussi à venir, bien, il y a une décision importante qui est à prendre à cet effet. Vous me permettrez un peu d'eau. Quelques points intéressants cette année au niveau des nouveaux crédits d'impôt ou des changements importants à certains crédits d'impôt existants au niveau de la famille, c'est que le crédit d'impôt pour l'achat de la première propriété a été doublé. C'est un montant qui était de 5 000. Maintenant, on parle d'un 10 000 de crédit d'impôt, un 15 pour un maximum de 10 000 C'est partageable entre conjoints. Et donc, si on achète une maison à deux, c'est un 10 000 qui est disponible. Ce n'est pas chacun qui va utiliser un 10 000 Il y a également des modifications importantes pour le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. On parle vraiment de réparation ou de modification ou rénovation à ce moment-là à son domicile qui servent pour l'accès. C'est vraiment ça, là, le mot est très juste. Donc, le crédit est doublé. On parle encore d'un crédit de 15 on passe de 10 000 à 20 000. Le crédit, par exemple, est réutilisable. C'est-à-dire que si vous avez, pendant une année donnée, des rénovations à votre maison qui favorisent l'accès. Je vous en donne quelques-uns. Vous avez une rampe d'accès parce que maintenant, on est en chaise roulante. Vous avez des adaptations à votre cuisine pour mettre des comptoirs plus bas. Vous avez, par exemple, une salle de bain que vous n'aviez pas au rez-de-chaussée que vous faites parce que, justement, il y a des problèmes de mobilité. C'est toutes des rénovations ou changements à votre domicile qui pourraient faire en sorte que vous ayez droit à ce crédit-là. Donc, il peut être utilisé plusieurs fois. Donc, si une année, on fait une réparation, l'autre année, on peut le réutiliser, l'autre année également, on peut le réutiliser. C'est un crédit, par exemple, qui est non remboursable. Donc, si vous ne payez pas d'impôt, vous n'avez pas plus de sous, il faut payer de l'impôt. C'est un crédit non remboursable. Nouveauté cette année qui est très intéressant. Je vais vous donner quelques exemples pour vous décrypter ça. C'est un crédit qui est là pour la rénovation multigénérationnelle. C'est un crédit qui, lui, est remboursable. OK?
Donc, c'est un crédit qui peut être utilisé par un particulier déterminé. Quand on dit particulier déterminé, c'est une personne qui a droit au crédit pour handicapé ou une personne de 65 ans et plus. C'est la même chose là, pour le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, handicapé ou personne de 65 ans et plus. Le crédit, à quoi il sert? Bien, c'est de faire une rénovation majeure justement pour avoir un multigénération. Donc, qu'est-ce que ça prend pour ça? Bien, ça prend un nouveau domicile ou une rénovation ou une construction qui permettra justement aux particuliers déterminés, la personne de 65 ans et plus ou handicapée, d'avoir sa propre entrée, d'avoir une chambre, une cuisine et une salle de bain. Fait que ces éléments-là sont super importants. Le crédit, ce qui est intéressant, c'est qu'il est partageable. OK? Donc, les proches admissibles de la personne de 65 ans et plus handicapée pourront utiliser une partie des crédits si eux également assument des frais. Donc, le 50 est partageable entre plusieurs personnes. Qui sont les proches admissibles? Bien sûr, le conjoint. Ça peut être les enfants, les petits-enfants, neveux, nièces, oncles et tantes. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui rentrent en ligne de compte là, pour ce crédit-là. Les dépenses qui sont admissibles également, c'est bien sûr la main-d'œuvre, les matériaux, frais de location, demande de permis, ce genre de choses-là. Ce qui n'est pas admissible, c'est l'achat d'équipements comme des électroménagers, par exemple, des nouveaux meubles. Ça ne rentre pas à l'intérieur du crédit. Je vous donne deux exemples probants. Si, par exemple, on avait un parent qui décide d'aller aménager chez son enfant, bien, le parent décide que lui, ça coûte, mettons, 40 000 de rénovation. Le parent va en assumer 30, puis l'enfant va en assumer 10. Bien, le crédit peut être partageable à ce moment-là. Le parent pourra prendre son 30 000 puis partager le 10 000 avec son enfant. Un autre cas de figure où est-ce que la limite de 50 000, elle est là, c'est que si on avait, par exemple, deux parents qui décident de faire une multigénération pour un enfant handicapé, par exemple, qui décide de faire des rénovations admissibles de 65 000 bien, c'est 50 000 qui sera partageable entre les deux parents. On n'aura pas le droit d'aller chercher 65 000 au complet. C'est vraiment le 50 000 pour le particulier admissible. Au niveau des résidences également, je commence par ce que vous voyez en bas de votre écran. C'est très, très simple. C'est-à-dire que si vous faites une disposition d'un immeuble, première des choses, bien, si vous faites une disposition de votre résidence, vous devez maintenant le déclarer. Là. Et même si vous avez droit à une exonération, vous devez faire la déclaration lors de votre rapport d'impôt. Si vous avez une disposition puis que vous avez eu l'immobilisation pendant moins de 365 jours, automatiquement, c'est considéré comme un revenu d'entreprise, hormis, vous voyez les exceptions, décès, ajout au ménage, c'est-à-dire un enfant, séparation, changement d'emploi, vous devenez insolvable ou disposition involontaire, donc tremblement de terre ou ce genre de choses-là qui arriveraient. Autre chose au niveau de la résidence principale, c'est qu'on oublie, la résidence principale, ce n'est pas nécessairement l'endroit, au niveau fiscal, j'entends, ce n'est pas nécessairement l'endroit où vous résidez le plus souvent. Pour qu'une résidence puisse se qualifier comme résidence principale, vous devez avoir au moins quelques semaines d'habitation dans le courant de l'année auquel vous y allez. Une résidence qui pourrait être qualificative pour l'exonération, pourrait être un chalet, même un condo en Floride. Vous voyez, en termes de stratégie, ça peut être intéressant si on fait une vente ou si on prévoit une vente, d'utiliser l'immeuble à ce moment-là ou de conserver l'exonération pour l'immeuble qui a le plus grand gain annuel moyen. J'ai mis cet exemple-là à dessin, j'ai pris les chiffres pour vraiment bien le considérer, c'est-à-dire que même si votre maison, par exemple, vous l'avez acheté 40 000 puis elle a 600 000, c'est-à-dire qu'il y a un gain latent de 560 000 sur la maison, même si ce gain-là est plus important que le gain latent sur le chalet, qui lui est de 430 000, il y a quand même un peu plus de 100 000 de différence. Techniquement, si vous vendez le chalet, bien, ça serait quand même pertinent de prendre l'exonération sur le chalet parce que vous avez un gain annuel moyen qui est plus important. Vous n'aurez pas nécessairement d'impôt à payer tout de suite. Et les années de 82 à 98, bien, vous allez pouvoir conserver certaines années d'exonération pour votre résidence. Puis les années dans le futur également pourront servir à exonérer une partie de la résidence. Donc, même votre maison, si vous la revendez dans 5 ans, vous allez quand même avoir de 82 à 98, c'est-à-dire 16 ans, plus les 5 autres années, c'est-à-dire 21 ans sur le total de détention, qui pourra à la limite également servir par la suite d'exonération, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de payer d'impôt sur cette partie de résidence principale. Donc, je vous laisse avec Borit pour différents fiscaux.
de fin d'année, quelques ajouts. Là. Bonne ride à toi. Oui, merci Étienne. Moi, je vais vous parler un petit peu des nouveautés là, que vous avez entendu peut-être parler, de la nouvelle taxe sur les biens de luxe qui était entrée en vigueur depuis le 1er septembre dernier. Dans le fond, c'est quoi cette surtaxe-là? Ben, tous les voitures aéronefs de plus de 100 000 il y aura une surtaxe dessus. Il y a une petite exception, là, certaines exceptions, mais une des exceptions qui pourrait être la plus courante, là, qui pourrait vous affecter, c'est au niveau des voitures, des véhicules récréatifs, les VR, ils sont exclus de ça. Pour les bateaux, c'est des bateaux de plus de 250 000 qui est là-dessus. Il y a plusieurs détails là, qu'il pourrait regarder. C'est principalement, là, grosso modo, toutes les voitures ou les véhicules, les bateaux, tout ça, c'est tous les achats là, des années 2018 jusqu'à maintenant. La surtaxe fonctionne comment? Fait que dans le fond, c'est le 20 sur l'excédent du 100 000 ou du 250 000 qui est chargé ou 10 de la valeur totale du bien. C'est le moindre des deux. Fait que, à titre d'exemple, si vous achetez une voiture de 150 000 ben, on va faire le calcul de la manière suivante, soit 20 de 10 000 20 de 150 000 moins le 100 000. Enfin, 20 de 50 000 qui est l'excédent, ça fait 10 000 ou bien c'est le 10 de la valeur totale de 150 000 qui est 15 000. Dans cet exemple-ci, ça serait 10 000 qui serait la surtaxe sur le bien que vous venez d'acheter. Également, les choses à compter une autre nouveauté, c'est au niveau provincial qu'il y a eu cette loi-là, c'est que depuis, en fait, c'est pas depuis, mais c'est à partir de demain, 8 décembre, tous les au décès, les comptes conjoints ne seront plus automatiquement gelés comme c'est fait jusqu'à maintenant. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous avez un compte conjoint et qu'un des deux décède, ben, il y a automatiquement un 50 qui est disponible pour la personne survivante qui reste. Il n'y a pas d'action à prendre par rapport à ça. Si jamais vous décidez de dire que ce n'est pas 50 la répartition du compte, c'est un autre pourcentage, ben, il y a une possibilité de le faire également par écrit, évidemment, avant le décès, puis il faut que les deux soient d'accord avec la proportion. Au niveau des avis de cotisation électronique, ça devait entrer en vigueur au départ en 2023. Ça a été repoussé en janvier 2024. Dans le fond, c'est les avis de cotisation et tout ça électronique. Si vous faites déjà votre rapport d'impôt sur l'ordinateur et que vous transmettez déjà de façon électronique ou que vous recevez déjà toutes les notifications par courriel et tout ça, ben, vous allez automatiquement adhérer à l'avis de cotisation électronique. Par contre, vous avez toujours la possibilité de révoquer là, si jamais vous ne voulez pas que vous voulez continuer à les recevoir de façon papier. Ça termine en fait la présentation. On est rendu à la période de questions. Juste vous rappeler là, que vous pouvez vous poser vos questions en cliquant sur la boîte qui se trouve en bas de votre fenêtre. Puis, comme je disais tantôt, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Un conseiller là, des services d'investissement Féric va vous répondre directement. Également, je vous rappelle qu'à la fin, en quittant, vous allez voir qu'il va y avoir un sondage. Je vous invite à y répondre. Ça va vous permettre pour nous de s'améliorer également pour les prochaines webinaires. Nous avons déjà une première question. Je vais vous lire ça tout de suite. Bon, pour un gain capital suivant la vente d'un immeuble, est-ce qu'on peut étaler le gain en capital sur plusieurs années dans le futur, étant donné que je prévois avoir un revenu plus bas dans le futur? C'est tout à fait possible. Cependant, faut faire attention. C'est-à-dire que dans la loi sur l'impôt, on peut étaler jusqu'à un maximum de 5 ans. C'est-à-dire que si, par exemple, on fait un gain en capital de 100 000, on pourrait étaler le 100 000, 20 000 de gain en capital chaque année, ce qui permettrait justement de se taxer à un taux marginal plus bas. Cependant, il faut que le paiement suive. Okay? Donc, vous ne pouvez pas faire une transaction, vendre, et puis vous n'avez plus de balance de vente, puis à ce moment-là, vous étalez votre gain, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment que les paiements arrivent sur 5 ans. Ça peut être moins de 5 ans, là, vous pouvez le faire sur 2 ans, 3 ans, mais ça prend vraiment une entente, si on veut, avec l'acheteur pour que le paiement suive l'imposition. Donc, ce n'est pas automatique. Là. Si vous vendez votre chalet à quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis vous dites, ben là, moi, je ne connais pas cette personne-là, je ne suis pas nécessairement prêt à m'engager pendant 5 ans, ben, généralement, vous allez conclure la vente à l'année ou le jour où vous allez la conclure, puis le gain en capital sera pleinement imposable. Il n'y a pas possibilité dans cet exemple-là de l'étaler.
Parfait, merci Étienne. On a une autre question par rapport au PSV, pension de sécurité de vieillesse. Pour la PSV, est-ce que le montant de revenus pour le remboursement de l'excédent est basé sur le revenu brut ou le net? C'est vraiment le revenu net à ce moment-là qui est utilisé. Et c'est une excellente question. Puis, j'ai oublié de parler d'un exemple fort probant, là, justement, sur les gains en capital qui peuvent influencer les pertes en capital, si on veut, qui pourraient influencer les déclarations d'années passées. Ça influence exclusivement le revenu imposable. Donc, ça n'a pas d'effet si vous utilisez la technique, justement, d'utiliser vos pertes en capital sur des années 2019, 2020, 2021. Ça ne changera pas votre revenu net. Vous allez payer moins d'impôts, okay? Vous allez avoir une sorte de remboursement. Par contre, le revenu net reste le même, donc vous n'aurez pas une rétroaction si vous aviez remboursé de la sécurité de la vieillesse et ça ne permettrait pas de vous qualifier à différents crédits d'impôt, comme par exemple le crédit d'impôt là, pour lutter contre l'inflation qui avait eu lieu l'année passée là, pour les personnes qui gagnaient de moins de 100 000. Merci Étienne. On a une autre question. Pourriez-vous expliquer en quoi consiste une perte en capital pour un particulier à l'aide d'un exemple concret? L'exemple le plus facile, c'est que vous avez un fonds d'action canadienne, peut être américain, là, mais bon, c'est pour l'exemple. Vous avez un fonds d'action canadienne, vous l'avez acheté vous avez mis 20 000 dans le fonds d'action canadienne. 6 mois plus tard, il y a une perte, il y a une baisse sur la bourse, vous avez besoin des sommes, vous devez vendre le fonds d'action canadienne, il est rendu à 18 000. Automatiquement, vous vendez à 18 000, vous avez payé 20 000, vous créez une perte en capital de 2 000 C'est de la façon dont ça fonctionne. C'est comme ça également pour les immobilisations. Ceci dit, vous ne pouvez pas nécessairement créer de perte en capital sur des biens personnels. Donc, vous ne pourriez pas créer de perte en capital volontairement sur un chalet en le vendant moins cher que ce que vous allez payer. Cette perte-là sera refusée. C'est vraiment, si vous avez un immeuble à logement, ce n'est pas la même chose. L'immeuble à logement est fait pour gagner du revenu. Donc, c'est encore la même logique qui s'applique. Il n'y a pas de problème. Vous pourriez utiliser une perte en capital sur un immeuble comme ça, comme un immeuble à revenu, mais ça ne pourra pas être le cas sur un bateau, par exemple, ou sur une voiture. Tous les biens personnels, il n'y a pas de perte en capital possible. Pour enchaîner un petit peu là, dans les pertes en capital et tout ça, j'ai une question ici. Si j'ai pris un prêt investissement en début 2022 qui a fait une perte sur le capital avec les marchés cette année, puis-je déclarer la perte pour déduire mon revenu imposable? Techniquement, oui, vous pourriez réduire la perte. Vous pourriez déclarer la perte. Par contre, pour déclarer la perte, il faut vendre le bien. Hein. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, si vous vendez le bien, vous faites une disposition. Il ne faut pas le racheter, ni vous, ni une personne affiliée à vous, c'est-à-dire votre conjoint, votre compagnie de gestion. Donc, on ne doit pas racheter le bien identique dans une période de 30 jours. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait disposition du bien pour être capable de déclarer la perte. Si vous avez fait un prêt investissement, important également de mentionner, un prêt REER, ça ne marcherait pas. Là, okay? Quand on parle de perte en capital, c'est vrai sur placement, c'est vraiment tout ce qui est non enregistré, c'est-à-dire les CELI, REER, c'est des comptes dont les revenus sont déjà à l'abri de l'impôt, donc il n'y a pas de perte en capital possible là-dessus. Donc, si vous avez fait un prêt REER, ça ne qualifie pas. Là. De même sorte que si vous faites un prêt REER, les intérêts ne sont pas déductibles non plus. Là. Merci, Étienne. Dans le fond, qu'est-ce qui est important de rappeler, c'est qu'on a une perte seulement si on vend puis il y a une disposition. Si c'est juste une baisse des marchés, évidemment, il n'y a pas de perte encore. C'est comme on dit, une perte sur papier. Là. Exactement. Exactement. Il faut vraiment qu'il y ait une disposition. Parfait. On a une autre question ici. Lorsqu'on fait un transfert d'un REER vers le CELIAP, est-ce qu'on libère de l'espace dans le REER? Techniquement, non. C'est-à-dire que c'est comme ça se passe à côté. Okay? Donc, les transferts entre le CELIAP et le REER n'ont aucun impact sur vos droits de cotisation. C'est vraiment comme à côté. C'est-à-dire, si vous faites un transfert du CELIAP vers le REER ou du REER vers le CELIAP, on n'a pas besoin de droits de cotisation, mais ça ne crée pas non plus de droits de cotisation. C'est vraiment, ça se fait. Il faut penser un peu à la mécanique si vous faites un transfert entre le REER et le FER. Ce n'est pas exactement ça, mais si vous faites des transferts entre le REER et le FER, vous pouvez faire ces transferts-là le nombre de fois que vous voulez. Il n'y a pas d'impact fiscal. Ça va être un petit peu la même chose avec le CELIAP. Si on a une question, si je comprends bien, pour la résidence principale achetée comme première résidence en 2004, je ne peux pas profiter du programme CELIAP lors d'une séparation. Non, effectivement. Vous pourriez profiter du RAP, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, une personne qui se sépare, même si vous n'êtes pas obligé de racheter la part du conjoint, vous pourriez vendre la propriété, racheter une autre propriété, utiliser le RAP parce que vous êtes séparés
À ce moment-là, vous êtes capable de qualifier pour le RAP pour acheter une autre propriété ou racheter la part de votre conjoint qui vous vend sa partie de maison. Fait que ça demeure disponible. Mais le CELIAP, non, parce que comme il y a une qualification, il y aura une qualification à l'ouverture du compte. Vous ne pourrez même pas ouvrir de CELIAP parce que vous avez le propriétaire d'une maison, donc vous ne qualifiez pas à l'ouverture. Toute sous-question, là, est-ce que je peux déduire des intérêts d'achat de la moitié de propriété de ma conjointe lors d'un autre programme? Non. Non, c'est de l'achat d'un bien personnel. Il n'y a pas de déduction d'intérêt pour si on finance l'achat d'un bien personnel. Pour déduire des frais d'intérêt, la logique est toujours celle-ci, c'est-à-dire que si on veut déduire des frais d'intérêt, il faut avoir une expectative que l'emprunt qu'on fait puisse produire du revenu qui ultimement sera taxé. Donc, une maison, ce n'est pas un produit qui, oui, prend de la valeur, là, mais il y a une exonération également, mais ce n'est pas un produit sur lequel on va générer un revenu qui sera taxable techniquement, donc ce n'est pas possible. Parfait. Notre question, si nous continuons à travailler après avoir atteint l'âge de 65 ans, est-ce que nous sommes obligés de continuer à cotiser à la Régie des rentes? Oui, automatiquement, il y a des possibles changements qui s'en viennent à cet effet-là là, au niveau provincial. Donc, on va avoir plus de détails au fur et à mesure des prochains mois. Mais techniquement, présentement, si vous avez 65 ans, vous continuez de travailler, vous continuez de cotiser à la Régie des rentes. Si vous touchez déjà votre Régie des rentes, puis vous allez travailler après 65 ans, ou même après 60 ans, si vous touchez déjà la Régie des rentes, les nouvelles cotisations font en sorte que vous bonifiez. Ce n'est pas des gros montants, mais techniquement, tous les revenus d'emploi vont bonifier les montants auxquels vous avez droit, à moins, bien sûr, que vous ayez déjà droit au maximum. Dans tel cas, on ne peut pas toucher plus que le maximum là, qui est permis. Parfait. Notre question ici. 2 personnes qui étaient célibataires en 2021 deviennent conjoints de fait en 2022. Quels sont les impacts fiscaux pour les conjoints considérant qu'un a un faible revenu et l'autre a un revenu élevé? Ça peut être, je ne veux pas utiliser le terme catastrophique, là, mais ça peut être important. OK? Fait que ça, c'est à prendre vraiment en considération. On a eu un conférencier, M. McSween, là, qui a fait une conférence pour nous, qui a un bon livre, en fait, que je pourrais vous recommander, qui s'appelle La facture amoureuse, qui explique un peu ces détails-là. Parce que, comme je l'ai mentionné en début d'entretien, c'est qu'il y a beaucoup de crédits sociaux fiscaux, dont les crédits pour enfants, entre autres, là, OK, qui sont calculés en fonction du revenu net. Donc, je vous donne une situation très désavantageuse pour un particulier. Si j'ai un particulier qui a un enfant et qui a un faible revenu, disons 30 000 il y a quand même passablement de crédits sociaux fiscaux qui sont donnés à cette personne-là. Cette personne-là se fait un nouveau conjoint, décide d'aménager ensemble. Le nouveau conjointe fait 100 000. Automatiquement, le revenu familial passe à 130. Il y a beaucoup de crédits sociaux fiscaux qui sont perdus là, par la personne qui gagnait 30 000 là, au niveau justement des allocations familiales et autres. Là. Fait que, oui, c'est un pensée bien, il faut évaluer ça. Étienne, on a un petit temps pour une dernière question. Si nous achetons une première maison, est-ce que les conjoints pourraient utiliser chacun leur CELIAP de 40 000? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis techniquement, avec ce qu'on sait de la loi, je voudrais même plus que ça. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais quelqu'un qui était déjà propriétaire, puis cette personne-là se fait un nouveau conjoint, le nouveau conjoint n'était pas propriétaire et avait un CELIAP, techniquement, cette personne-là pourrait utiliser son CELIAP pour acheter la part de propriété de son nouveau conjoint. Fait que ça va être assez flexible, là. Il reste quelques détails, mais normalement, c'est tout à fait possible. Dans le cas typique que vous me donnez là, les 2 personnes pourraient utiliser le CELIAP, effectivement. Écoutez, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Comme je vous disais tantôt, si on a répondu à vos questions, vous allez recevoir une réponse là, de nos conseillers dans les jours, les semaines qui suivent. Merci beaucoup, Bonnerit. Merci, à Étienne, tous pour la et belle de joyeuses présentation. fêtes. Merci tout le monde de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne fin de journée. Merci, au revoir.